On va faire extrêmement simple. La présentation va durer une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, avec 2 démonstrations. L'idée ici, c'est vraiment de parler de développement sécurisé. Alors forcément, en 1 heure, c'est très compliqué de voir tous les concepts que cela implique, mais on va commencer à avoir déjà les méthodologies, les outils principalement, qui existent pour commencer à produire du code qu'on appelle du code sécurisé. Alors, je m'appelle Anthony Dechy, je suis consultant, analyste et consultant en sécurité chez Advance. Il y a eu une présentation d'un collègue il y a quelques semaines, Benjamin, si j'ai bonne mémoire. Donc moi je travaille principalement au sein d'un SOC, donc c'est plus, je suis plus le hacker gentil. J'essaie de trouver des incidents de sécurité pour des clients, typiquement lorsqu'il y a des injections SQL, lorsqu'il y a, je sais pas, des machines qui sont compromises, ce genre de choses. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir identifier rapidement qu'un incident est survenu et comment y remédier tout simplement. J'ai également travaillé pendant à peu près 7-8 ans en tant que développeur. J'ai fait dev, lead dev, chef de projet. J'ai pas aimé, je suis repassé lead dev. Et aujourd'hui, donc, je me concentre principalement sur la couche sécurité. Alors, ça va être extrêmement rapide. Il n'y a que 10 slides. On est déjà à la 3e. L'idée, c'est vraiment de parler des applications et du développement. Donc, vous utilisez principalement des smartphones, vous codez avec certains IDE, vous avez pas mal d'applications sur vos téléphones, vos tablettes, vos PC, ce que vous voulez. Et en l'occurrence, on peut déjà commencer à se poser la question, quels sont les risques que cela implique ? On va également commencer à regarder l'exploitation d'une application web vulnérable, donc avec des cas vraiment d'école. On va avoir des XSS, des injections SQL, des LFI, ce genre de choses. Donc, on va faire tout ça ensemble. On va avoir une toute petite introduction au développement sécurisé, voir vraiment les 10 règles d'or, entre guillemets, et surtout les standards qui existent pour vraiment produire le meilleur code possible. Et enfin, on essaiera de se garder une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, si vous, tout simplement, vous avez des questions, si vous souhaitez changer, tout simplement. Alors, voici grosso modo un panorama de l'ensemble des applications. Vous devez reconnaître pas mal de noms. Il n'est pas du tout exhaustif. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'interpeller sur le fait qu'on a envahi l'application finalement. On retrouve du LinkedIn, du Dropbox, du Facebook, du SAP, enfin beaucoup d'applications. Sur vos smartphones, il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, etc., même davantage. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, très bien, on utilise au quotidien bon nombre d'applications pour faciliter notre quotidien, pour du confort. Mais qu'est-ce que cela implique en termes de sécurité ? Déjà en tant qu'utilisateur, comment sont traitées mes données ? Si jamais l'application est compromise, qu'est-ce que cela peut induire sur, par exemple, mes photos sur un smartphone, ce genre de choses. Mais également, on va se passer également de l'autre côté, c'est plus d'un point de vue développeur. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon code, pour fournir un code de qualité le plus sécurisé possible, en sachant que le risque zéro n'existe pas, pour s'y rapprocher davantage, tout simplement pour nos clients. Pour qui on travaille, demain vous développez une application web, ce genre de choses. Comment vous pouvez garantir au maximum que votre application web n'est pas vulnérable à des injections SQL, etc., etc. Donc tout ça plus dans une perspective dev. Alors, on va juste voir quelques exemples. J'essaie d'aller relativement rapidement sur des exemples relativement récents qui concernent principalement la couche applicative. Donc celle-ci, si j'ai bonne mémoire, est de quelques jours uniquement sur les iPhones. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, à partir de cette vulnérabilité-là, il est tout à fait possible de jailbreaker un iPhone X, donc sous réserve d'avoir la bonne version d'iOS. Mais cela permet, à distance, on place simplement un serveur web distant. Il y a un payload qui est déjà prêt sur le serveur web. Avec l'iPhone, on se connecte dessus. La requête va revenir. Et au niveau de la réponse, il y aura un payload qui va permettre d'exploiter des composants vraiment système au niveau de l'iPhone et qui vont permettre justement de le jailbreaker à distance. Donc ça, c'est vraiment une news d'il y a quelques jours. Ça va mieux ? Je sais pas. Bon. Donc ça, c'est un premier exemple. Le second exemple, qui est un peu plus fun, qui est paru en octobre, qui permettait tout simplement, avec une application, justement, sur certains distributeurs comme ceci, donc de boissons, etc., il y a un hacker, enfin on va dire un expert sécurité, qui s'est amusé à prendre l'application, à la reverser, donc c'était une application Android de mémoire, il s'est amusé à la reverser, et en regardant dans le code, il s'est aperçu que finalement, c'était tout simplement troué. Donc il s'est immiscé à l'intérieur du code, et il peut faire semblant que pour pouvoir payer ça avec son smartphone à distance, il a 999 $ sur son téléphone, enfin il peut payer il a un compte de 999 $ par exemple.
Donc ça, c'est également un problème au niveau de l'application Android qui, là, n'avait pas tous les composants de sécurité nécessaires. On va parler un petit peu d'obfuscation, on va parler un petit peu de contrôle de sécurité, ce genre de choses. Et donc, ça a permis justement d'atteindre cet objectif. Enfin, celui-ci, donc là c'est un peu plus subtil, c'est tout simplement sur la partie e-commerce. En l'occurrence, cette vulnérabilité a fait beaucoup de bruit, en sachant que lorsque vous êtes affilié à certains partenaires, lorsque vous développez des applications e-commerce ou des applications web au sens large, vous pouvez avoir une petite bannière, cliquez ici, voilà, vous aurez un super t-shirt, ce genre de choses. Et en l'occurrence, certains se sont amusés, donc en allant beaucoup plus dans le détail, mais certains se sont amusés justement en travaillant sur ce lien d'affiliation, justement d'injecter du code JavaScript qui est directement exécuté sur les clients qui viennent naviguer sur une page qui semble légitime. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à cause d'une vulnérabilité, demain, vous pouvez aller sur un site de bonne réputation, typiquement Amazon, des sites e-commerce, Discount, etc. Vous pouvez aller dessus et juste à cause d'une bannière d'un partenaire lié à Amazon, etc., vous pouvez être exposé à certaines vulnérabilités qui concernent justement l'exécution de code à distance, sur votre poste côté client. Donc voici quelques exemples, il y en a énormément d'autres. En toute transparence, il y en a pas loin d'une dizaine qui paraissent chaque jour. Cela était plutôt intéressant parce qu'il touchait la couche applicative et donc le code que l'on va voir. Alors je vais commencer par une démonstration. Alors ça va être relativement un cas d'école, c'est vraiment des choses qu'on le retrouve relativement régulièrement. Donc là, c'est une application web qui est directement hébergée sur mon poste. OpenCart, je ne sais pas si vous connaissez OpenCart, le CMS. C'est le 4e ou le 5e le plus répandu derrière WordPress, etc. Et en gros, il permet d'avoir une application e-commerce déjà tout en un. Vous pouvez bien sûr développer des composants supplémentaires, des plugins supplémentaires, ce genre de choses, pour l'améliorer. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'on va voir quels sont les risques en termes de développement qui sont sujets sur ce type d'application. Demain, vous développez votre application web, il faut avoir connaissance des risques auxquels vous pouvez exposer vos utilisateurs et vous-même. Alors, on va voir juste quelques cas relativement simples. On va voir de la fuite d'informations, une injection SQL, une XSS, une référence directe à un objet non sécurisé qui est un peu plus subtil. Ça arrivait à d'autres clients, je reviendrai juste après. Et une inclusion de fichiers locaux. Je sais pas, est-ce que tout le monde connaît ça? Bravo. Donc l'idée, c'est super. On va présenter tout ça ensemble de façon très simple. Alors je vais démarrer l'application. Je fais tout en live. Je vais essayer. Hop. Donc là, c'est une plateforme de démonstration, en sachant qu'on a repris le CMS et on a injecté, entre guillemets, des vulnérabilités de façon volontaire pour illustrer justement tous ces propos. Alors, je vais ouvrir, là, voilà, le serveur est démarré. Ça va aller assez vite. Je vais ouvrir un navigateur, je vais me connecter dessus. Alors, je ne sais plus jamais c'est le 8000. Parfait. Voilà, je suis sur l'application, donc c'est directement natif. Vous voyez que c'est déjà un thème plutôt vieux. J'aimerais bien avoir un iPhone à, je sais pas, 100 €. Mais l'idée, c'est vraiment de présenter tout le concept sur lequel cette fonctionnalité est fonctionnelle. On peut aller jusqu'à simuler un achat. Donc, on peut réaliser toute la chaîne. Je mets des articles dans mon panier. Je peux m'authentifier, ce genre de choses. D'accord? Donc, la première chose, lorsqu'on regarde ce type d'application, alors je vais mettre de cette façon-là. Je n'ai pas l'habitude d'être sur Firefox. Je cherche développement web, outil de développement, network. Parfait. Voilà. Alors, je pense que vous travaillez déjà quand même pas mal avec ce type d'outil. On va essayer de recharger la page. Parfait. Comme ça, on a l'ensemble des requêtes. Ce que je voulais tout simplement illustrer ici, c'est une première fuite d'informations. J'ai encore rien fait sur le site, j'ai juste accédé à la page d'accueil. Et juste en regardant sur les échanges réseau requêtes-réponses qui ont été effectués, on peut déjà voir, donc là, dans le détail, si jamais on regarde ce que m'a renvoyé le serveur, donc dans la réponse, il y a déjà ce type de composant-là qui apparaît. Alors pourquoi c'est relativement critique? On va le voir juste après sur l'utilisation de composants vulnérables. Ça permet d'avoir une version, un logiciel, une version associée. Ici, donc, on est sur un serveur web Apache 2.4.10, qui est plutôt ancien, qui a à peu près 2 ans, 3 ans. Et on va voir qu'après, il y a énormément de vulnérabilités qui existent sur ce type de serveur web, sur lequel on va pouvoir le compromettre. Donc là, on n'a encore rien fait, on a juste accédé à l'application web, et à partir de là, on constate déjà un premier problème. Donc ça, c'est une première fuite d'informations.
Maintenant, au sein du site, voilà, on peut s'authentifier, mettre des choses dans son panier, etc. On va avoir une première injection SQL. Alors là, j'ai un compte. Je me souviens plus c'est quoi l'adresse d'ailleurs. Mais on a un compte sur le site. Par exemple, on va mettre celle-ci. Si jamais je mets un mot de passe au hasard, alors je vais juste vous montrer ça pour être tout à fait transparent. Alors je vais changer le form type en texte. Parfait. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai tapé ça. Je vais login. Voilà. Vous voyez, j'arrive pas à me connecter. Alors c'est dommage avec la résolution, mais j'arrive pas à me connecter. Donc il y a bien un mécanisme d'authentification qui est fonctionnel. D'accord ? Maintenant, on va tenter de bypasser ce mécanisme d'authentification. On va tenter de se connecter sans avoir de compte, tout simplement. Donc là, on a marqué une adresse email qui n'existe même pas en base, tout simplement. Et on va tenter de réaliser une injection SQL sur le champ password pour bypasser le mécanisme d'authentification. Alors, je vais vous montrer après ce que je tape. C'est vraiment le cas d'école. Alors, je vais faire inspecter de la même façon. Je vais le mettre en texte pour que vous puissiez voir. Hop. Vous voyez, c'est vraiment le type d'injection de façon classique qui permet de bypasser. Il y en a énormément. Celle-là, c'est vraiment une des plus simples. Après, il y a les blinds, il y a etc., où ils sont beaucoup plus complexes, etc. Il y a même des outils comme SQL Map. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une des injections les plus simples. D'accord ? Et là, j'arrive à m'authentifier. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est super, je suis authentifié, mais j'ai quel compte là ? Je suis qui là dans l'application ? Par défaut, on est le premier utilisateur en base. Donc là, juste à titre d'information, là, je m'appelle Toto Tata, voici mon email, voici mon numéro de téléphone, etc. Donc là, grâce à cette injection, on a réussi à s'authentifier sur l'application. Et justement, c'est une des vulnérabilités les plus critiques, en tout cas référencées par le OWASP notamment, qu'on va voir juste après. Et ça permet justement de s'authentifier de cette façon-là. Donc là, c'est déjà pas bon du tout. Si on revient sur l'application, il y a une autre vulnérabilité. L'autre vulnérabilité concerne les produits et principalement la fonction de commentaire. Alors là, il y a une injection SQL, une injection XSS qui va s'effectuer sur la review. On va pouvoir uploader, entre guillemets, du code JavaScript et toutes les personnes qui vont consulter ce produit, il y a du code qui va s'exécuter dans leur navigateur. Alors de façon très simple, si jamais je mets une review normale, je ne sais pas, très bon produit, juste pour montrer que ça... Alors il faut que ça fasse 25 caractères, je crois. Je recommande... Hop. Pouf, je recharge la page. Voilà, on voit bien que ma review est ici, on voit bien, enfin c'est fonctionnel, d'accord ? Maintenant, si jamais on va commencer à injecter du code JavaScript, donc c'est un exemple également d'école, hein, alerte, document.cookie, document.cookie, hop, hop, on va faire plutôt comme ça. /script, parfait. Et là, même chose, on va mettre une notation. Donc, qu'est-ce que va dire ce bout de code-là ? Tout simplement, au moment où on va accéder à l'application, ce bout de code JavaScript va s'exécuter dans le navigateur. Alors, il faut que je mette une review. Continuer. Je recharge la page. Pouf. Donc là, toutes les personnes qui vont consulter ce site, volontairement, on a mis le mot-clé alerte, donc ce qui permet vraiment de voir tout de suite dans le navigateur, mais on peut bien entendu le réaliser de façon tout à fait transparente. Vous ne pouvez même pas le voir. Enfin, il n'y a rien visuellement qui apparaît sur l'écran. Vous cliquez sur un produit ici, en l'occurrence celui-ci, et on peut voler directement votre session et la rejouer à votre compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une injection XSS. Donc c'est l'exécution de code dans votre navigateur. Alors il y a d'autres vulnérabilités également là-dessus. Et après, vous en faites pas, on rebondit sur le développement sécurisé. Alors, il y a une autre... Alors, je vais juste regarder, voilà, ici. C'est ce qu'on appelle une référence directe à un objet non sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. On voit que notre utilisateur Tototota a déjà passé pas mal de commandes. OK, on va pouvoir les visualiser. Par exemple, je prends celle-ci. Je vois, voilà, alors il habite 1 rue du Moineau, d'accord, mais il a acheté un iMac pour 122 €. Super affaire. Et donc là, par contre, regardez bien la barre d'URL. Il y a l'ID qui transparaît ici. On va essayer de l'incrémenter juste pour voir. 6, non, rien. On va quand même poursuivre. 7, pouf, on voit la commande réalisée par un autre utilisateur. C'est ce qu'on appelle une référence directe à un objet non sécurisé. C'est arrivé à des grands opérateurs de télécom ou sur lesquels vous pouvez vous connecter et sur les factures de la journée et voir les factures des autres clients qui sont chez le même opérateur. Donc ça, c'est arrivé il y a moins de 2 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'actualité.
Enfin, dernière vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle une LFI, une inclusion de fichiers local. On va essayer d'aller un peu plus loin. OK, là, on est sur la couche applicative. Là, on a vu des injections XSS, SQL, etc. Cette fois-ci, on va essayer d'aller côté système. D'accord? Et pour ce faire, regardez dans l'URL. Donc ça, c'est au niveau du framework directement. On voit qu'il y a un paramètre route. Super. Là, on voit que c'est common home. Si jamais je vais sur un produit, on voit, il y a encore ma XSS, mais si jamais je vais sur un produit, on voit ses product, etc. Voilà, il y a déjà un pattern qui se dessine sur le routage des différentes requêtes. De cette façon-là, on va remonter dans l'arborescence système. Et là, on arrive à avoir directement le /etc shadow directement disponible sur l'application web. Donc là, vous doutez bien qu'il y a des problèmes de gestion de droit, il y a beaucoup de composants qui sont vraiment vulnérables là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est celui tout en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a directement le hash du compte route du serveur web. Donc, ce n'est pas forcément évident à craquer. Enfin, je vous rassure, enfin, il faut quand même un certain arsenal pour pouvoir craquer ça. Mais en l'occurrence, c'est possible. On récupère le hash, on se met en offline. Et là, on peut lancer des outils là-dessus. Ça prend beaucoup de temps, en l'occurrence, ici. Voilà. Donc là, c'était une application qui était vulnérable. Tout ça pour sensibiliser les risques au moment où on développe des applications, comme ici des applications web, mais c'est également le cas pour des applications mobiles, par exemple. Concrètement, à quoi vous, en tant que producteur, entre guillemets, vous exposez, mais également vos clients. On a vu de l'exécution de code dans le navigateur du client. Donc là, on a vu déjà un large panorama, il y en a beaucoup d'autres, mais de potentielles failles de sécurité. Super, du coup, je reviens dessus. Hop, hop, parfait. Alors maintenant, si on parle vraiment d'un point de vue code, comment on peut faire pour limiter ça au maximum? Eh bien, c'est très simple. Il y a un top 10 des règles, il y en a beaucoup d'autres. Mais si jamais on doit s'arrêter juste sur 10, si jamais on doit sélectionner 10, voici lesquelles je proposerai. La première, c'est toujours valider les entrées. C'est indispensable. C'est la faille numéro 1 que vous développez sur mobile, sur du standalone, sur du SaaS, enfin, peu importe quel type de composant vous développez, c'est toujours valider les entrées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par valider les entrées? On valide toujours minimal le type, la longueur, et dans la mesure du possible, on met toujours une whitelist sur ce qu'on attend en sortie. Typiquement, j'attends une adresse email. Voilà, il y a déjà des regex qui existent pour une adresse email. J'attends, je ne sais pas, un âge. Ça m'étonnerait que quelqu'un dépasse 200 ans, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir limiter un petit peu le spectre de valeurs que l'on peut obtenir sur les entrées que l'on attend, nous, côté back, finalement. 2. Toujours dans la mesure du possible en fonction des langages, bien sûr, mais c'est compilé avec le plus haut niveau d'avertissement. Donc on parle du -wal, -w, extra, pedantique, enfin tout ça, vous connaissez déjà très certainement très bien. Mais l'idée, c'est vraiment de minimiser un petit peu les impacts que l'on peut avoir et vraiment avoir tous les warnings dès la compilation. Politique de journalisation, toujours logué. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, toujours logué, tout ce qui se passe sur un système, sur une application web, telle personne s'est connectée, telle personne a changé son mot de passe, ce genre de choses, tout tracé. C'est indispensable à la survie d'une application, concrètement. Et dans le cas contraire, lorsque malheureusement il y a une exploitation qui est arrivée, c'est déjà arrivé chez pas mal de nos clients malheureusement, mais lorsqu'il y a une exploitation potentielle, c'est toujours intéressant d'avoir les traces des différents événements qui sont survenus pour faire des investigations un peu à froid pour déterminer de façon correcte ce qui s'est passé, retracer l'événement, c'est ce qu'on appelle du forensic. Restez simple. Le principe qui, je pense que vous connaissez déjà très bien. Rajouter de la complexité, essayer de faire ah bah tiens, je vais rajouter ça, ça va faire bien, etc. Toujours rester simple. Simple. La complexité apporte des bugs potentiels, apporte des vulnérabilités potentielles. Toujours rester dans la simplicité, c'est vraiment un des meilleurs remèdes. Notion de blocage par défaut. Alors là, on parle plus en termes de permission, ou ne serait-ce que sur un site web où il y a une sorte de hiérarchie entre les droits. Toujours avoir le principe de whitelist plutôt que blacklist. D'accord? C'est par défaut, je bloque tout, mais j'autorise tel composant, tel composant, tel composant. Ça peut s'appliquer partout, sur des droits en base de données, ça peut s'appliquer, tiens, par défaut, un modérateur sur mon site, il a le droit de faire ça, etc. Mais toujours le principe de travailler sur whitelist plutôt que blacklist. Principe de moindre privilège. Alors là, c'est un principe qui revient tout le temps en sécurité, peu importe que ce soit d'un point de vue système, applicatif, etc. C'est vraiment, lorsque vous accordez des droits à un utilisateur, toujours lui accorder que le strict nécessaire pour qu'il puisse réaliser ce qu'il est éligible de faire, tout simplement. C'est vraiment ce qu'on appelle le principe de moindre privilège.
Inclure la sécurité dans toutes les phases du projet. Alors ça, histoire vraie, on arrive beaucoup chez nos clients. On réfléchira à la sécurité une fois que ce sera en prod. Hein. Non, il vaut mieux vraiment éviter ce type de cas-là parce que c'est déjà le coût de la sécurité une fois que c'est en prod, donc vraiment tout à la fin du cycle de développement, ça coûte très cher. Très cher. Il faut tout revoir, il faut tout industrialiser, il faut tout recréer alors qu'on habite déjà dans une maison qu'on doit construire. Enfin, on peut pas. C'est vraiment très complexe, très coûteux. Si possible, déjà dès les specs, dès la conception, déjà commencer à réfléchir, OK, on ne va pas couvrir 100% du top 10 de l'OWASP, par exemple, qu'on va voir juste après. On ne va pas couvrir tout ça, mais on va vraiment se focaliser sur les éléments principaux et sur les autres. On pourra, de façon itérative, de façon, sous forme de sprint, tout ce genre de choses. Mais vraiment inclure la sécurité dès le début. Défense en profondeur. Donc là, il y a un concept, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le hardening. Le hardening, c'est vraiment, par exemple, vous développez une application web, vous le mettez sur un serveur, c'est vous assurer que sur votre serveur, vous avez vraiment le minimum de services qui tournent, vous avez que les comptes utilisateurs nécessaires, que tous les droits sont bien provisionnés, les permissions également, etc. Hardening, c'est vraiment dur. Ça se rapproche le plus à du durcissement. Avoir vraiment l'environnement optimal sécurisé pour que toute ma couche applicative puisse tourner sans aucun problème. Ensuite, on parle également de WAF, Web Application Firewall. Donc concrètement, vous avez, alors ça arrive aussi chez certains de nos clients, vous avez une application web. Ici, l'application web est un gruyère. Et ben, ils demandent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de tout refaire, ça va prendre beaucoup de temps en termes de développement. Qu'est-ce que là, je peux mettre tout de suite en place pour limiter la casse ? C'est très simple, vous pouvez déjà commencer à mettre un WAF juste devant. Donc c'est simplement un composant qui va être devant votre serveur web et qui va, via des signatures, donc c'est pas optimal, hein, mais ça fait déjà une première passe, qui va absorber toutes les requêtes et qui va, en fonction de signature, bloquer ou non la requête, tout simplement. Technique d'assurance qualité. Alors là, c'est vraiment dans des projets de plus grande envergure. S'assurer de l'audit de code, tout simplement, s'assurer que le code qu'on fournit est conforme à certaines exigences, on va le voir juste après. Des tests d'intrusion, du fuzzing, ça vous parle le fuzzing ? Non. Fuzzing, c'est très simple. Vous avez par exemple un formulaire et vous souhaitez savoir si votre formulaire est suffisamment sécure. L'idée derrière le fuzzing, c'est qu'il y a plein d'outils qui existent, hein, WFuzz, PyFuzz, enfin il y en a vraiment plein. L'idée, c'est vous lui donnez le champ de ce formulaire, vous dites, OK, maintenant tu mets ce que tu veux dedans, ce que tu veux, des chaînes extrêmement grandes, très petites, des valeurs négatives, enfin n'importe quoi, pour déterminer le comportement de votre application. Donc tout ça, c'est automatisé, c'est ce qu'on appelle une campagne de fuzzing. Donc c'est vraiment on bombarde un scénario très précis pour voir un peu comment réagit et est-ce qu'il y a une vulnérabilité associée. Et enfin, c'est ce qu'on va voir juste derrière, s'appuyer sur un standard de développement sécurisé. Il y en a beaucoup. Malgré tout, je vais quand même vous en recommander 2 qui sont relativement larges d'un point de vue de langage de programmation et qui sont vraiment répandus, qui font office de référentiel dans le secteur professionnel, entre guillemets. Voilà, donc ça c'était vraiment le top 10. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est vraiment le top 10 des éléments à mettre en œuvre déjà pour avoir le meilleur code sécurisé si vous le souhaitez. Alors super. Maintenant, si on parle en termes d'outils, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, nous, en tant que dev, entre guillemets, pour mettre ça, faciliter l'intégration de la sécurité tout au long du projet ? Eh bien, on a des outils qui vont analyser votre code. Alors ici, par exemple, c'est une image de SonarCube qui est open source. Vous pouvez le télécharger. Et à partir de là, ça vous donne déjà des premières métriques. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà un premier aperçu sur voilà, quel est l'état de santé de votre application. Typiquement, là, on voit que SonarCube a trouvé 4 bugs, il a trouvé 11 vulnérabilités potentielles, etc. Donc à partir de là, c'est juste dans un cycle d'amélioration continue. Vous développez votre code, vous faites « OK, je valide », ça part dans le SonarCube, le SonarCube analyse, et vous recevez le rapport dans votre boîte mail, tout simplement. Et à partir de là, vous pouvez commencer à mener des investigations, etc. Détection automatique de composants vulnérables. Alors, dans bon nombre de projets applicatifs, forcément, on utilise beaucoup de librairies qui ont été développées par d'autres. Je pense, je sais pas, à jQuery, Bootstrap, etc. Et l'idée, c'est, est-ce qu'il y a un outil qui existe qui permet de déterminer, super, j'utilise tel environnement applicatif, telle librairie, sous telle version, dis-moi s'il y a des vulnérabilités associées dessus. Eh bien, un outil également délivré par le OWASP qui s'appelle Dependency Check, qui va permettre de prendre, OK, donne-moi toutes tes dépendances, et je vais regarder pour toi s'il y a des vulnérabilités publiques sur l'ensemble de ces dépendances. Connaître les dernières vulnérabilités connues. Donc, mon prédécesseur ici, lors de la présentation, avait parlé justement de l'ANSI.
c'est le cas typique ici, de façon quotidienne, l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'agence française qui s'occupe de toute la partie sécurité, entre guillemets, publie des bulletins de sécurité, comme ce que vous pouvez voir ici, avec des vulnérabilités. Typiquement, la seconde ligne, vous voyez du Drupal, donc le 12 janvier. À partir de là, vous savez que si jamais vous avez une application sous Drupal pour un de vos clients, pour vous-même, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est peut-être relativement critique. Il y a peut-être quelqu'un qui peut prendre la main sur votre serveur juste derrière. De façon tout à fait transparente, il faut être très vigilant par rapport à ce type de vulnérabilité. Souvent, il y a des tests qui sont réalisés par des personnes malveillantes, entre guillemets, avant l'exploitation, que ce soit rendu public. Ça veut dire, eux, ils ont connaissance, ce qu'on appelle un 0D, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a découvert une vulnérabilité qu'il n'a pas rendue publique. Et à partir de là, il va déjà réaliser quelques tests, il va scroller le web. Il y a déjà des outils comme Shodan qui permettent de faire ça. À la recherche de Drupal, si jamais il trouve du Drupal, il va tenter certains exploits, donc certaines charges, pour pouvoir exploiter une vulnérabilité. À partir de là, il y a des investigations qui sont menées et il y a des bulletins de sécurité qui disent « Oula, il y a quelque chose de bizarre là-dessus, il faut mettre à jour » ou « Il y a quelque chose qui est pas bon, il faut changer un composant, il faut modifier le code, il faut patcher », ce genre de choses. Donc il y a déjà une vraie veille à avoir, surtout sur l'environnement qui vous intéresse. Les scanners de vulnérabilité, donc là j'en ai nommé quelques-uns, Qualys, Acunetix, W3F, OWASP-ZAP, que je vais vous présenter juste derrière. Donc il y a des scanners déjà, par exemple si jamais vous développez une application web, qui vont permettre de déterminer de façon automatisée est-ce que vous avez des vulnérabilités ou non. On va le voir juste après. Il y a des référentiels, on en parlait dans la slide précédente. Là, j'en cite deux. Donc, il y a une université, c'est Canergie, l'université de Canergie, qui propose ne serait-ce qu'un wiki qui est 100% exhaustif, sur lequel vous pouvez retrouver, enfin 100% exhaustif, en tout cas sur du C, du C++, du Java, de l'Android, du C# de mémoire, qui propose déjà le top 10 des vulnérabilités qui existent sur ce langage-là. Et donc, en gros, ils font, c'est relativement simple, ils donnent un use case, je sais pas, exploitation de la mémoire, et ils donnent, voilà, bad code, good code. Et donc, à partir de là, c'est plutôt simple de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir progresser autour de ça. Le OWASP Top 10, donc c'est le référentiel sur toute la sécurité des applications web. C'est vraiment le référentiel, ne serait-ce que si jamais vous parlez de normes comme PCI DSS pour tout ce qui est transactions bancaires, c'est vraiment le référentiel qui ressort tout le temps de la masse. Et le dernier point, c'est ce que je vais vous présenter dans la dernière démonstration, c'est les plateformes d'entraînement. Super, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils déjà qui existent qui vont permettre de produire un code de plus en plus sécurisé, mais c'est également bien de se former, de se sensibiliser aux différentes attaques qui peuvent survenir. Et ici, on retrouve par exemple celle que je vais vous présenter, c'est WebGot, qui est une application en J2E qui est également en C#, si je ne dis pas de bêtises, qui permet tout simplement de façon pédagogique de vous présenter des vulnérabilités, et ça fonctionne en plusieurs étapes. C'est quoi cette vulne-là ? Tiens, voilà un exercice, un challenge, débrouille-toi, il faut que tu arrives à exploiter cette vulnérabilité. Et l'étape d'après, c'est voici où ça se trouve dans le code, patch le code. En gros, c'est quelque chose comme ça. Voilà, je vais faire cette démonstration-là. Alors, si j'arrive à récupérer la main. Alors, je vais le démarrer ici. J'ai mon Maven. Ok, ça prend uniquement quelques secondes. Et je vais déjà pouvoir me préparer. 127.0.0.1. Je crois que c'est ça. Hop, c'est bon, c'est démarré. Parfait. Voilà. Alors voici concrètement à quoi ça ressemble et ce sera vraiment le dernier composant que je vais vous présenter. Vous avez à gauche différents menus donc, qui permettent de voir un petit peu ce qui ressort le plus. Donc vous pouvez commencer par les basiques sur l'HTTP, sur le proxy, ce genre de choses. Les injections, on va en voir une ensemble juste après. Du cross-site scripting, on a vu un exemple ensemble, des contrôles d'accès, etc., etc. Et tout à la fin, pour les plus courageuses et courageux, il y a des challenges. Donc là, il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien, c'est voilà, débrouillez-vous, trouvez comment exploiter telle vulnérabilité. Alors, si jamais on en prend une, par exemple, je vais prendre injection SQL, qui est un cas relativement simple. Vous avez déjà le concept, etc. C'est quoi du SQL? C'est quoi une injection SQL? C'est quoi les conséquences? C'est quoi la sévérité? Des exemples d'injection. Déjà là, on commence à retrouver ce qu'on a exploité tout à l'heure.
Et là, vous arrivez sur la partie rouge sur un exercice. Donc l'exercice est par exemple, bah, tiens, voici la requête, débrouille-toi avec ce champ-là pour exploiter la requête juste derrière. Et si besoin, vous avez également des indices, comme ici. L'application récupère votre saisie et l'insère, voici le code de la requête. Donc là, plus vous avancez, plus les indices sont précis. Les commandes SQL composées, et à la fin, c'est « essaye ça, c'est bon ». Donc voilà, et donc à partir de là, c'est une plateforme qui est vraiment ludique en l'occurrence et qui permet vraiment de progresser, de se sensibiliser sur les différentes, sur toute la composante sécurité qui gravite autour du développement des applications au sens très large. Alors, ce qui est intéressant également là-dessus, c'est qu'une fois que vous l'avez exploité, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le code et commencer justement à patcher ça pour pouvoir progresser dans les épreuves. Alors là, juste pour vous montrer un exemple. Hop. Alors j'ai déjà préparé. Donc là, c'est en local, c'est sur WebGot, Lesson SQL Injection, etc. Donc là, c'est du Java. Tac, 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 tac. Voilà, on retrouve par exemple ici notre injection SQL. Donc je ne sais pas si vous voyez avec l'éclairage. Mais donc là, vous voyez très bien qu'il y a une concaténation entre la partie SQL et ce qui récupère directement en paramètres. L'idée derrière ça, là, en termes de recommandations, il y en aurait au minimum deux. La première, c'est d'utiliser des requêtes préparées. Donc, qui va permettre de dissocier l'exécution du code SQL par rapport à la concaténation à la chaîne de caractères, l'interpréter de façon totalement différente. Donc, requête préparée et surtout, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le point numéro 1, valider les entrées. Ici, rien ne garantit, en tout cas même en remontant dans le code, rien ne garantit ici que la chaîne de caractères account name ne contient pas un payload d'exploitation, ne contient pas une injection SQL, comme justement on essaie de le faire. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir tout simplement filtrer tout ça, de préférence avec une fonction ou des outils spécifiques qui va permettre de dire, OK, voilà account name, voici mes contraintes, je veux que account name, ce soit un nom d'utilisateur, je veux pas que ça dépasse 16 caractères, je veux pas que ça contienne certains caractères spéciaux, etc., etc. Et donc, à partir de là, vous pouvez déjà commencer à passer à l'étape suivante qui est account name, ici, requête paramétrée, et là, le code après est relativement simple. Hop. Eh bien voilà, je pense que c'est terminé. Ah oui, j'ai juste un dernier point à vous montrer qui est important, parce que j'avais dit que j'allais vous le présenter. C'est Zap. Quelqu'un connaît Zap? Non, personne? Super. Ouais, super, encore un. Ok, Zap est relativement simple, donc ça fonctionne comme un proxy. Un proxy, de façon simple, là, c'est vous avez votre navigateur, vous faites des requêtes sur un serveur web. Et ben, il va se mettre un peu entre les deux, tout simplement. Comme ça, il va intercepter les requêtes, vous pouvez les rejouer, vous pouvez les modifier, ça va être envoyé au serveur web. Et même chose pour les réponses. Vous pouvez intercepter les réponses, les modifier et les renvoyer au client. Alors, l'idée ici, vous vous souvenez de notre superbe application ici, notre application web, eh bien, on va la scanner, tout simplement, et on va voir un petit peu les résultats que ça retourne. Alors là, je ne sais pas si jamais je peux... Voilà. Alors là, je vais mettre 127.001.2.8000. Voilà. Et vous le laissez travailler. Donc là, ma machine va avoir un peu de mal, je pense. Mais là, vous le laissez travailler de cette façon-là. Et à la fin, il vous fournit un rapport directement. Alors là, on voit qu'il a déjà trouvé des choses. Alors, je vais essayer de récupérer les alertes avec... par exemple, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Là, en l'occurrence, il est en train de tout scanner. Alors, c'est en cours, hein, du coup, c'est pas mieux. Je vais mettre sur... Là, il va réaliser, vous voyez les petits drapeaux en bas? C'est en termes de vulnérabilité. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout. Il y a plusieurs niveaux de couleurs. Il y a critique, extrêmement critique. Orange, c'est médium. Jaune, c'est low. Et bleu, c'est bon, ok, c'est juste des infos qu'on a réussi à trouver. Donc là, si jamais on l'exécute de cette façon-là, pour l'avoir justement exécuté tout à l'heure pour tester, on s'aperçoit que il scanne de façon automatisée et il découvre énormément de choses qui sont liées à j'ai trouvé une LFI, donc Local File Inclusion, j'ai trouvé une RFI, je peux inclure une page dans votre site web, je peux défacer votre site web, je peux faire du XSS, ce genre de choses. Enfin, l'application, en l'occurrence, est vraiment vulnérable. Là, vous voyez, j'arrive pas à retrouver... je vais essayer de retrouver la vue permettant de l'afficher. Mode d'attaque, même pas peur. Alors, je pense que c'est simplement un terme de c'est du redimensionnement de la fenêtre qui permet pas de voir ça. Non, je pense pas que...
Et là, je sens que la machine a un peu de mal en projetant en même temps. Voilà, mais en l'occurrence, en quoi ça vous intéresse en tant que développeur? Ça vous permet tout de suite de savoir, OK, vous avez une application, ici en l'occurrence une application web, il y a des outils qui existent qui permettent voilà, d'automatiser beaucoup de choses. Et ici, vous pouvez, voilà, mon application est dans un environnement sandboxé, je vais pouvoir initier des requêtes de cette façon-là, voir s'il y a des injections SQL, tout ce qu'on a vu au préalable sur l'application, et vous donner un premier rapport. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne déjà un premier aperçu. Si jamais Zap vous dit, voilà, tout est vert, vous pouvez être relativement confiant, malgré quelques investigations, comme on a pu le voir. Par contre, si jamais il vous sort vraiment pas mal d'éléments en critical, ça nécessite vraiment une investigation d'urgence, vraiment. Hop. Bah, j'ai terminé. Voilà, c'était vraiment pour vous présenter tout ça. Avez-vous des questions? Est-ce que vous connaissez Vega? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est plutôt pas mal. C'est Ouais. plutôt pas mal. Après, vous voulez le comparer à quoi, par exemple? Je sais pas, par rapport à OAS, par exemple. Moi, j'utilise. Par rapport à Zap? Ouais. Bah, Parce qu'il donne pas toutes les. Il donne pas en détail, en fait, les failles. là, on peut les voir, c'est moi Ouais, qui c'est n'y arrive ça. pas. Mais alors, je vais essayer de vous montrer ça, comme ça, vous aurez peut-être une meilleure idée un petit peu de ce qui est possible de voir. Alors, effectivement, là le scan est encore en cours, hein, si j'ai bonne mémoire. Même pas. Là, il a fini toute la partie indexation, il y a toute la partie scan actif, scan en cours. Et là, on a déjà des premières alertes qui sont arrivées. Donc là, c'est un premier aperçu, sans parler encore sur la partie Vega, sur laquelle on peut exporter XML, etc. On a, par exemple, ici, on peut faire une traversée de chemin. On retrouve l'URL, le paramètre concerné, ça c'est important, la sévérité. On retrouve une description, donc la technique par traversée, passe traversole, etc. Donc c'est relativement connu. C'est comme on a fait tout à l'heure, ça remonte dans l'arborescence de l'application. Donc là, on a vraiment tout le détail. Après, sur les entêtes HTTP, sur les cookies, ce genre de choses, on retrouve la même chose. Maintenant, en termes de pertinence, même chose, enfin, ça répond également à la question ici. Zap, c'est également relativement récent. Donc c'est l'OWASP qui l'a produit, enfin, c'est la communauté autour de l'OWASP. J'ai plus tendance à dire, je partirais plus sur du Zap. Ne serait-ce que pour savoir que c'est vraiment la communauté référente, entre guillemets, qui a l'initiative de ce type d'outil, tout simplement. Mais effectivement, si demain vous devez choisir, on vous dit, bah voilà, il faut utiliser Vega, aucun problème. Ça marche très bien aussi. Okay. Voilà. Une autre question, du coup, quel est votre site préféré pour avoir les dernières failles qui sortent, enfin... Ah, très bonne question. Nous, on en a plusieurs, en l'occurrence. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une sorte d'agrégateur de flux RSS. J'en dirais 4, là, tout de suite. Le premier, c'est le CertFR, qu'on a vu rapidement tout à l'heure via la petite image. Il y a Zataz, qui est vraiment, vraiment top pour le coup. Il y a le CertUS, qui est excellent. Et il y a le quatrième, c'est Data Security Breach, si je ne dis pas de bêtises, avec mon super accent anglais. Mais voilà, si déjà dans un premier temps vous voulez avoir un très bon aperçu, le CertFR, la référence, vous allez tout de suite comprendre les bulletins de sécurité, c'est très à jour. Une vulnérabilité qui apparaît, il y a un bulletin de sécurité quelques heures après, c'est vraiment récent. Et voilà. Merci. Je vous en prie. Du coup, j'avais une question. Quand on crée une API web en utilisant une framework du type .NET, ouais. Qui se charge déjà, par exemple, de parser des entrées en entrée, en XML ou en JSON, tout ça, quel type de faille est-ce qu'on peut avoir là-dedans, par exemple? Alors, ces frameworks-là apportent déjà effectivement une très bonne couche de sécurité. Ce n'est pas uniquement sur du .NET. Vous prenez une application, je sais pas, en Python, Django, par exemple, il y a déjà énormément de mécanismes anti-CSRF, du XSS, etc. Malgré tout, ne serait-ce que sur le nettoyage des données, vous pouvez arriver dans des environnements, alors je ne sais pas, je dis une bêtise, où vous avez besoin qu'une chaîne de caractères contienne une cote, par exemple, pour une application très spécifique. Et là, du coup, vous pouvez être amené, par priorité, par vitesse, par confort, simplicité également, de dire, bah voilà, moi je vais désactiver ce mécanisme-là uniquement pour ce type de ressources. Et en l'occurrence, derrière, il va quand même falloir développer votre application, enfin, développer le mécanisme de protection vous-même. Ça, c'est le premier point. Donc, le premier point, pour synthétiser, c'est effectivement, il y a déjà des premières briques de sécurité. Maintenant, en cas de désactivation, ça arrive beaucoup, malheureusement. Il y a quand même ce composant-là à prendre en compte. Ça, c'est le premier point. Le second point, ces frameworks-là ne sont pas infaillibles. Je vous donne un exemple. Il y a encore, alors c'était en novembre, je crois. En novembre, vous prenez justement une application Django.
Alors, je ne sais plus sur quelle version, peut-être 1.8 quelque chose, mais peu importe. Il y a également une protection contre les failles CSRF. On n'a pas parlé là, parce que c'est un peu plus complexe. Mais sur ce type de mécanisme-là, en gros, vous avez un jeton que vous envoyez au serveur pour dire, voilà, c'est bien moi qui initie la demande. Ce n'est pas un attaquant qui a usurpé ma session, pour faire très, très simple. À partir de là, il y a une faille dans ce mécanisme-là où le jeton, en tant que tel, on ne pouvait pas... comment le formuler ? On ne pouvait pas vraiment s'assurer que le mécanisme était correctement implémenté dans les formulaires. Il y avait une restriction là-dessus, et du coup, ça pouvait conduire à des vulnérabilités de sécurité, alors que le framework propose déjà cette fonctionnalité. Donc là, c'est un exemple très récent. Il y en a également probablement d'autres sur du .NET, sur du J2E, sur d'autres environnements applicatifs. Mais le framework va vous proposer des premières briques. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt méfiance. Vous pouvez partir là-dessus, mais au besoin, n'hésitez pas à vous documenter sur d'autres, comme l'OAS qui propose beaucoup d'outils sur du .NET, sur du J2E, etc., pour améliorer ce composant-là et pour les durcir, tout simplement. Merci. Je vous en prie. C'est bon ? Super. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email, enfin, je sais pas, comme vous voulez. Mais anthony.dechy@advance.fr. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci.